Deux États, une frontière, et pourtant, deux réalités complètement différentes. En janvier 2025, l'un de ces États comptait 274 000 offres d'emploi, soit plus du double de ce qu'il avait 10 ans auparavant. Juste à côté, environ 124 000 postes vacants pendant la même période. En 2024, l'un de ces États a généré plus de 760 milliards de dollars de production économique. Son voisin ? Environ 320 milliards de dollars. Deux chiffres, un énorme écart économique. Depuis l'espace, ils semblent presque identiques. Alors pourquoi l'un est-il décollé pendant que l'autre est resté à la traîne ? Les Carolines ont beaucoup en commun. Le même climat, un littoral similaire. C'est pourquoi elles formaient autrefois une seule colonie. Même aujourd'hui, les deux États sont étonnamment similaires. L'âge médian, presque identique. Le revenu médian, dans la même fourchette. La population a même augmenté à peu près au même rythme depuis 1960. La Caroline du Sud devrait être prête pour la croissance. C'est une vaste plaine côtière fertile, un endroit rempli d'îles et de marais, de rivières et de deltas. C'est parfait pour cultiver des récoltes comme le riz, l'indigo et plus tard, le coton. Et il y avait quelque chose d'encore mieux pour accompagner la plaine côtière. Un port. Ainsi, Charleston a vu le jour. Et c'est pourquoi la Caroline du Sud est particulière. Les régions dotées de grands ports ont tendance à se développer assez rapidement. La Caroline du Sud avait tout simplement trop de problèmes. Donc Charleston n'est jamais devenu le centre d'une immense zone métropolitaine. De petites villes et de grandes plantations ont vu le jour à la place pour profiter des conditions de culture des basses terres côtières. C'était rural, pas urbain. La géographie de la Caroline du Nord l'a empêché de se consacrer uniquement au coton, l'obligeant à diversifier son économie. Heureusement, l'État du Tar Heel avait une arme secrète pour y parvenir, ce que la Caroline du Sud n'a jamais fait. Le Piémont de la Caroline du Nord n'est pas seulement plus grand, il se trouve sur la ligne de chute. Toute cette eau qui tombe au même endroit signifiait qu'il y avait beaucoup d'énergie disponible. La Caroline du Sud a utilisé sa propre ligne de chute pour alimenter des moulins. Ils ont surgi un peu partout. Scieries, moulins à grains, usines textiles, à peu près tous les types de moulins. La géographie de la Caroline du Nord l'a obligé à diversifier son commerce et son industrie beaucoup plus tôt, cependant. Qu'est-ce que cela donne ? De grandes villes. Alors que la Caroline du Sud n'a que 3 villes de plus de 100 000 habitants, la Caroline du Nord en compte 10. La Caroline du Nord s'est urbanisée rapidement. La Caroline du Sud a misé sur les plantations. Mais pas forcément parce que c'est ce que l'un ou l'autre État voulait. C'est simplement ce qu'exigeait la carte. Si vous avez voyagé le long de la côte Est, vous connaissez l'I-95. Mais en Caroline du Nord, il y avait deux autoroutes différentes, l'I-85 et l'I-40. Et cela a eu un impact bien plus important. En Caroline du Nord, le Piémont et la ligne de chute fonctionnent ensemble comme un système qui s'auto-renforce. Ils s'aident mutuellement à se développer. La Caroline du Nord est unique parmi les États de la côte Est. Contrairement aux autres, ces grandes villes sont situées à l'intérieur des terres, et non sur la côte. Cela est devenu très important pour le destin des deux Carolines. Pour la Caroline du Sud, l'I-95 était un problème. Elle ne passe pas à travers ou près de Charleston, dont le port est contourné. Mais en Caroline du Nord, l'I-85 et l'I-40 reliaient les villes de l'intérieur, et elles ont eu un effet encore plus important. Elles ont reconfiguré la géographie économique des Carolines. Lorsque le gouvernement fédéral a commencé à construire le réseau autoroutier inter-État, dans les années 1950, l'objectif n'était pas le développement économique, mais la défense. L'idée était de déplacer les troupes et le matériel à travers le pays aussi rapidement que possible en cas de guerre. Mais les autoroutes ont un autre effet. Elles déterminent qui prospère et qui ne prospère pas. L'I-95 descend tout droit le long de la partie orientale de l'État. L'I-40 traverse le centre, et l'I-85 coupe en diagonale à travers le Piémont, avant de se diriger vers Atlanta. Ces autoroutes ont créé quelque chose d'incroyablement précieux. Une colonne vertébrale de transport qui traverse directement la Caroline du Nord. Soudain, les villes de l'État n'étaient plus des villes industrielles isolées, mais des nœuds dans un réseau. Les marchandises pouvaient circuler rapidement entre elles, et les travailleurs pouvaient faire la navette entre elles. Les entreprises pouvaient bâtir des centres de distribution, et ce corridor ne servait pas uniquement au transport de marchandises. Il a discrètement changé l'endroit où iraient les meilleurs emplois, et où la prochaine génération de diplômés resterait. Dans les années 1950, la Caroline du Nord a pris la seule décision qui allait tout changer pour elle, un centre de recherche, et les ingrédients pour en faire un succès étaient réunis.
La Caroline du Nord comptait d'excellentes universités formant les ingénieurs, scientifiques et chercheurs nécessaires à sa croissance économique. Duke, Chapel Hill, Université d'État de Caroline du Nord. Research Triangle Park a ouvert ses portes, parfaitement synchronisé avec la croissance du corridor I-40. Apple, Toyota et d'autres entreprises se sont installées, créant des milliers d'emplois mieux rémunérés et donnant aux diplômés une raison de rester. Avec le temps, ce pôle a renforcé la région du Piémont-Triade, attirant encore plus d'entreprises et de travailleurs qualifiés. Il a préparé le terrain pour la prochaine vague de croissance économique. L'idée de créer un pôle industriel à proximité de la main-d'œuvre disponible des universités de Caroline du Nord a porté ses fruits. La Caroline du Sud a misé sur les usines, mais la Caroline du Nord a misé sur les idées. La géographie a donné un avantage à l'état des Tar Heels, mais des projets comme la création du Research Triangle ont transformé ce potentiel en élan. La Caroline du Sud ne s'est jamais développée de la même manière. Il n'y a pas de corridor continu traversant le centre de l'État. Il n'y a pas d'axe intérieur reliant les universités, les pôles de recherche, les centres de fabrication et les grands aéroports. Au lieu de cela, les plus grands atouts économiques de la Caroline du Sud sont assez dispersés. Charleston sur la côte, Columbia à l'intérieur des terres, Greenville près des montagnes. Bien sûr, elles sont reliées, mais elles ne sont pas concentrées. Les autoroutes de la Caroline du Nord, en revanche, ont relié les différentes parties de son économie pour former un long corridor de croissance. Au moment où le réseau autoroutier a été achevé, la Caroline du Nord avait quelque chose que la Caroline du Sud n'avait pas, un corridor économique continu traversant l'État. Ce corridor allait devenir la base de tout ce qui allait suivre. Mais avant que les autoroutes ne reconfigurent les Carolines, une autre industrie avait déjà façonné leurs économies. Le textile est devenu la colonne vertébrale de l'économie de la Caroline du Sud au tournant du XXe siècle. Mais l'effondrement de ces usines à la fin du XXe siècle façonne encore l'État aujourd'hui. Beaucoup d'anciennes villes-usines ont des revenus et une croissance de l'emploi inférieure à la moyenne nationale. La Caroline du Nord ? Pas vraiment. L'aide est venue de l'étranger. BMW avait besoin d'une usine aux États-Unis. Vendre des voitures sur l'immense marché américain, sans avoir à les expédier à travers l'Atlantique, était une évidence. Mais il voulait un État où l'adhésion syndicale ne peut pas être imposée, et où il n'aurait pas à négocier avec un syndicat puissant. Une grande partie de l'avenir de la Caroline du Sud dépendait de cette usine. Le résultat, l'usine s'est tellement développée qu'elle produit aujourd'hui plus de 400 000 véhicules par an. C'est désormais la plus grande usine de BMW au monde. Mais la plus grande victoire, c'était de voir qui d'autre prêtait attention. En 2009, Boeing a pris une décision majeure. Ils ont traversé le pays pour s'installer à North Charleston. L'État a offert de multiples incitations, des coûts de main-d'œuvre plus bas, des impôts réduits, une bonne relation avec l'armée américaine et, surtout, la possibilité de construire des avions dans un État peu syndiqué, où l'adhésion syndicale ne peut pas être imposée, sans la menace de grève. La Caroline du Sud a proposé d'utiliser l'argent public pour former les futurs employés de Boeing. Columbia a déboursé 60 millions de dollars pour des programmes d'emploi spéciaux, entre 2009 et 2022. Et Boeing a apporté un véritable essor avec lui. Il dispose d'une légion de fournisseurs de pièces qui travaillent avec lui. Ces fournisseurs de pièces commémoratifs sont également venus en Caroline du Sud. Il y a maintenant plus de 400 entreprises aérospatiales et aéronautiques dans l'État. Si vous êtes un fournisseur, vous voulez être proche de là où ça se passe. Comme en Caroline du Nord, cela réduit les frais de transport. La Caroline du Sud a attiré des usines, mais elles ne créent pas la prochaine industrie. Elles assemblent la précédente. Et c'est ce qui rend une économie plus vulnérable. Lorsqu'un de ces fabricants rencontre des difficultés, le choc ne reste pas confiné à l'intérieur des murs de l'usine. Les signaux d'alarme ont commencé à retentir presque aussitôt que l'usine de Boeing a ouvert à North Charleston. La FAA a découvert des défauts de fabrication et de contrôle qualité qui les ont finalement obligés à bloquer toutes les nouvelles livraisons de Dreamliner. Les lignes de production en Caroline du Sud ont ralenti. Entre 2000 et 2024, la Caroline du Sud a perdu 60 et 11 000 emplois dans le secteur manufacturier. La Caroline du Nord a également souffert, perdant plus de 300 000 emplois manufacturiers au cours de la même période avant de se stabiliser. En fait, la Caroline du Nord a perdu environ 7 200 emplois manufacturiers en 2025. Mais contrairement à la Caroline du Sud, la Caroline du Nord avait une économie diversifiée. Les industries et corridors urbains répartissaient les risques dans l'État, atténuant l'impact de la perte d'usines. C'est un autre élément de la fracture qui maintient les Carolines sur des trajectoires très différentes. Mais au début des années 2020, quelque chose a changé. La pandémie a changé la façon de travailler de millions d'Américains, rendant la géographie à nouveau importante.
Les employés pouvaient choisir leur lieu de vie. Dans tout le pays, les travailleurs instruits ont commencé à partir vers le sud, cherchant logement moins cher, climat plus doux et villes en expansion. Lorsqu'ils se sont penchés sur les Carolines, le choix n'était pas équilibré. Charlotte était déjà l'un des principaux centres bancaires américains. Le corridor du Piémont avait des universités et de grands sièges d'entreprises. La Caroline du Sud offrait quelque chose de très différent. Des emplois dans l'industrie manufacturière, le tourisme, la logistique, ce sont des secteurs importants, bien sûr. Ils emploient des centaines de milliers de personnes, mais ils n'attirent pas le même type de migration. Les travailleurs hautement qualifiés se concentrent près des pôles d'innovation, pas des chaînes de montage. La Caroline du Nord a sans doute bénéficié de la ligne de chute et de terres bon marché, mais la région n'a exploité tout son potentiel qu'avec des politiques intelligentes. En 1960, il y avait environ 4,5 millions d'habitants en Caroline du Nord. Ce chiffre a atteint environ 11,2 millions en juillet 2025. L'afflux d'emplois aurait pu faire grimper les loyers et les prix des maisons plus haut qu'en Caroline du Sud. Étonnamment, ce ne fut pas le cas. Fin 2024, le prix médian d'une maison était de 376 000 $ au nord et de 381 000 $ au sud. De petites différences sur le papier, mais avec le temps, elles ont mené à un changement difficile à ignorer. Si tu apprécies ce type d'analyse, abonne-toi, d'autres suivront. Pour un jeune travailleur diplômé de l'université, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas déménager en Caroline du Nord. Durant la majeure partie du XXe siècle, les diplômés des universités de Caroline du Nord avaient peu de raisons de rester. La technologie était là, la finance, la recherche, les emplois n'étaient tout simplement pas là à l'époque. Mais petit à petit, la région a construit quelque chose de puissant, un écosystème. Et une fois qu'un écosystème se forme, il commence à attirer par sa propre force d'attraction. Des travailleurs d'autres États ont commencé à arriver. Dans les années 2000, la Caroline du Nord avait quelque chose que la Caroline du Sud n'avait pas. Encore une fois, une forte concentration d'emplois hautement qualifiés, regroupés au même endroit. Chaque ingénieur qui s'installe à Raleigh augmente les chances qu'une start-up y voit le jour. Chaque diplômé en finance qui s'installe à Charlotte renforce le secteur bancaire de la ville. Chaque chercheur qui rejoint un laboratoire à Durham ajoute au capital intellectuel de la région. L'opportunité attire les gens, et les gens créent plus d'opportunités. Ce cercle vertueux peut transformer des régions entières. Aujourd'hui, la différence économique entre les deux Carolines est visible, même depuis l'espace. La nuit, les images satellites montrent des grappes de lumière qui s'étendent à travers l'intérieur de la Caroline du Nord, de Charlotte à la Triade puis au Triangle. Un corridor de villes reliées entre elles par des infrastructures, des universités et des industries qui se nourrissent mutuellement. La Caroline du Sud a aussi des points lumineux. Charleston brille le long de la côte, Greenville dans le nord-ouest. Mais entre elles, les lumières s'estompent. Cette différence n'est plus seulement géographique, c'est aussi une question de dynamique. La Caroline du Nord innove, la Caroline du Sud construit. L'innovation contre la production définit la fracture moderne, et c'est cela, le fossé des Carolines. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC